Ma mère m'a dit, on t'invite par pitié, ne reste pas longtemps. J'ai souri et j'ai quitté la table. 2 semaines plus tard, ils ont découvert que j'avais vendu le mas provençal dont ils dépendaient pour l'été. Puis les relevés bancaires sont arrivés, compte joint clôturé, taxes foncières impayées, et une lettre d'avocat. Était déjà en route. J'ai entendu le tintement du cristal avant même d'entendre sa voix. Ce son pur, presque musical, provoqué par l'ongle manucuré de ma mère contre sa coupe de champagne baccarat. Le restaurant s'est tu, ou du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Elle s'est penchée vers moi, son parfum Chanel numéro 5 devenant soudainement suffocant, et a lâché ces mots avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Fanélie, ne t'éternise pas ce soir. On t'a invité par pure pitié, pour faire plaisir à ton père, mais les de Villepin vont arriver et franchement, tu fais tâche. » Mon frère a ricané dans son verre de scotch. Ma sœur, Domitille, a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour m'adresser un sourire méprisant. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, une brûlure familière, mélange de honte et de rage impuissante. Mais ma main n'a pas tremblé. J'ai souri. J'ai pris une petite gorgée d'eau, j'ai posé ma serviette, et je me suis levée. Personne ne m'a retenu. Personne ne m'a même regardé sortir. Mais 2 semaines plus tard, ils allaient tous me regarder. Ils allaient me supplier. Parce qu'en quittant cette table, je n'ai pas seulement quitté un dîner. J'ai quitté mon rôle de victime. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer leur petit empire de mensonges, j'ai besoin de savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est important pour moi de savoir que je ne parle pas dans le vide. Allez-y, je vous attends. Le restaurant, le Grand Cerf, était le genre d'endroit où le silence coûtait cher. Les murs étaient tendus de velours pourpre, les lumières tamisées pour flatter les teints riches et cacher les cernes des excès. C'était le 35e anniversaire de mariage de mes parents. Une mise en scène parfaite. Hubert, mon père, portait son costume sur mesure qui commençait à tirer un peu au niveau du ventre, signe de sa retraite imminente et de ses déjeuners trop arrosés. Bérengère, ma mère, brillait de 1000 feux, littéralement, avec cette parure de diamant qu'elle prétendait être un héritage de famille, mais que je savais acheter à crédit il y a 3 ans. Moi, j'étais arrivée directement du chantier. Je suis architecte paysagiste. Mon métier, c'est la terre, les racines, le vivant. J'avais pris le temps de me changer dans ma voiture, enfilant une robe noire simple et propre, brossant mes cheveux, frottant mes mains à l'hydroalcoolique pour effacer toute trace de terreau. Mais pour eux, je sentais toujours la « bouse », comme aimait le dire Domitille. On m'avait placé en bout de table. La place du mort. Ou de l'enfant qu'on punit. Domitille, ma cadette de 7 ans, trônait à la droite de père. Elle était arrivée avec 30 minutes de retard, faisant une entrée théâtrale, embrassant tout le monde, offrant à nos parents une enveloppe crème. Un week-end spa au Georges V, s'était exclamée mère en ouvrant l'enveloppe, les larmes aux yeux. Oh, ma chérie, tu es folle. C'est beaucoup trop. Domitille avait haussé les épaules avec fausse modestie. Rien n'est trop beau pour vous. J'ai baissé les yeux sur mon assiette vide. Je savais que c'était faux. J'avais vu la notification sur mon téléphone la veille. C'était ma carte bancaire secondaire, celle que j'avais laissée à Domitille, pour les urgences, il y a 2 ans et qu'elle n'avait jamais rendue, qui avait débité les 850 € du bon cadeau. Elle leur offrait un cadeau payé avec mon argent, et récoltait les louanges. Comme toujours. Le serveur a apporté le foie gras. Mon père a attaqué le sien sans attendre. C'est là que j'ai commis l'erreur de vouloir commander un dessert, pensant que le dîner touchait à sa fin pour moi de toute façon. J'ai levé la main pour appeler le serveur. C'est ce geste qui a déclenché l'ire de ma mère. Elle a saisi mon poignet. Ses ongles étaient froids. « Regarde tes mains, Fanélie », a-t-elle sifflé, assez bas pour que les tables voisines n'entendent pas, mais assez fort pour que la nôtre en profite. On dirait les mains d'un ouvrier agricole. Tu ne pouvais pas faire une manucure? Tu gâches le cristal. J'ai retiré ma main doucement. Ce sont des mains qui travaillent, maman. Ce sont des mains sales, a coupé Domitille en riant, tapotant ses propres ongles en gel acrylique parfait. Tu sais, le savon existe.
Mon père n'a rien dit. Il a continué à étaler sa confiture de figues sur son toast brioché, comme si de rien n'était. C'était ça, le pire. Pas la méchanceté de ma mère, ni la bêtise de ma sœur. C'était la lâcheté de mon père. Ce silence complice qui validait tout. Puis est venue la phrase. Celle sur la pitié. Celle qui a brisé quelque chose en moi. Non, pas brisé. Réparé. Soudain, tout est devenu clair. La culpabilité que je portais depuis des années, cette obligation filiale de les soutenir, de payer, d'être là, tout s'est évaporé. Je me suis levée. J'ai lissé ma robe. J'ai marché jusqu'au maître d'hôtel à l'entrée. L'addition pour ma consommation, s'il vous plaît. Uniquement la mienne. Une eau minérale. Il m'a regardé, surpris. Pour la table, madame? Non. Juste pour moi. Le reste de la table, ils ont les moyens. J'ai payé mes 8 €. Et je suis sortie dans la nuit parisienne. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Une notification de la banque. Paiement refusé, Dior Boutique, 5 000 €. Domiti essayait encore d'utiliser ma carte. J'ai levé les yeux vers le ciel sans étoiles de Paris et j'ai pris une grande inspiration. La guerre commençait. La pluie fine de Paris transformait le pare-brise de ma vieille Volvo en une peinture impressionniste. Les feux rouges bavaient sur le bitume mouillé. Je roulais sans musique, écoutant seulement le rythme régulier des essuie-glaces. Flap. 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 Comme un métronome comptant le temps perdu. Pourquoi avais-je attendu 34 ans? Pourquoi avais-je laissé Bérengère m'humilier, Hubert m'ignorer, et Domiti me voler pendant si longtemps? La réponse tenait en un nom, Zélie. Ma grand-mère paternelle. Quand j'étais petite, j'étais l'enfant de trop. Domiti était le bébé miracle, la jolie poupée blonde aux yeux bleus qui ressemblait tant à maman. Moi, j'étais brune, terne, sérieuse, le portrait craché de cette belle-mère que Bérengère détestait. Alors, on m'envoyait chez Mamie Zélie, dans le Luberon, pour ne pas encombrer. Ces étés-là n'étaient pas une punition. C'était mon salut. Le mas des cigales. Rien que d'y penser, je pouvais sentir l'odeur du thym écrasé par le soleil, de la lavande séchant dans le grenier, et cette odeur si particulière de cire d'abeille et de vieux bois qui imprégnait la maison. C'est Zélie qui m'a appris que la terre ne ment jamais. Si tu plantes, tu récoltes, Fanélie, disait-elle en me montrant comment tailler les oliviers centenaires. Mais si tu laisses les parasites s'installer, ils tueront l'arbre. Elle est morte quand j'avais 22 ans. Sur son lit de mort, elle m'avait fait promettre 2 choses. La première, ne laisse jamais personne te dire qui tu es. La seconde, et c'est là que le piège s'est refermé, sois patiente avec ton père. Il est faible, mais c'est mon fils. Essaie de garder la famille unie. Dans son testament, elle avait fait l'impensable. Elle m'avait légué le mas des cigales. À moi. Pas à son fils unique. Elle savait. Elle savait qu'Hubert le vendrait pour éponger ses dettes de jeu ou pour acheter une nouvelle voiture de sport à sa crise de la cinquantaine. Elle m'avait donné la pleine propriété. Mais j'avais 22 ans, j'étais jeune, naïve, et je voulais tellement être aimée par mes parents. Quand ils ont découvert le testament, ce fut l'apocalypse. Maman a hurlé à la manipulation, papa a pleuré en disant que sa propre mère l'avait déshérité. Pour acheter la paix, pour garder la famille unie, comme promis, j'avais accepté un compromis diabolique. J'avais signé une convention d'occupation. Ils pouvaient utiliser le mas comme leur résidence secondaire, y aller quand ils voulaient, inviter qui ils voulaient. En échange, ils devaient payer toutes les charges courantes, l'entretien, et les impôts locaux. Moi, je restais propriétaire en titre, mais je m'effaçais. Quelle erreur! En 10 ans, ils avaient transformé le sanctuaire de Zélie en un club de vacances pour parvenus. Ils avaient arraché le potager pour creuser une piscine à débordement. Ils avaient peint les volets vert olive en un gris anthracite, moderne et froid. Et surtout, ils n'avaient jamais payé un centime. C'est moi qui payais la taxe foncière chaque année, sous la menace de ma mère. Tu veux nous mettre à la rue? Après tout ce qu'on a fait pour toi? On t'a payé tes études. Faux, j'avais travaillé comme serveuse.
C'est moi qui payais les réparations de la toiture quand ils m'appelaient en panique. C'est moi qui payais l'élagage des arbres. J'étais devenu leur bailleur gratuit, leur banquière et leur paillasson. Je suis arrivé devant mon petit immeuble du 11e arrondissement. En garant la voiture, j'ai vu mon reflet dans le rétroviseur. Je ne voyais plus la petite fille triste. Je voyais une femme fatiguée. Une femme qui venait de réaliser que les parasites dont parlait Zélie n'étaient pas dans le jardin. Ils étaient assis à la table du grand cerf. Et il était temps de tailler l'arbre. Je suis monté chez moi. Mon studio était petit, mais il était à moi. Payé avec mon argent. Décoré avec mon goût. Pas de faux diamants ici, juste des plantes, des livres, et du silence. Un silence qui, pour la première fois, ne me pesait pas. Il m'attendait. J'ai posé mes clés. Et puis, j'ai vu l'enveloppe rouge sur ma table. Une lettre recommandée que j'avais récupérée le matin même mais pas encore ouverte. L'expéditeur, Banque Populaire, service contentieux. Mon cœur a raté un battement. Je n'avais aucune dette. Je payais tout comptant. Mes mains ont tremblé en déchirant le papier. Ce que j'allais lire allait transformer ma tristesse en une arme de destruction massive. Le courrier n'était pas une simple notification. C'était une mise en demeure. Mademoiselle Dubois, nous vous informons par la présente que la demande de prêt hypothécaire numéro FR 78920 associée au bien immobilier 6 à Gordes, le Mas des Cigales, est suspendue pour irrégularité de signature. Nous vous prions de contacter d'urgence votre conseiller. J'ai relu la phrase 3 fois. Prêt hypothécaire. Mes jambes ont cédé. Je me suis assise par terre, le dos contre la porte d'entrée. Ils avaient essayé d'hypothéquer ma maison. Non, pire. Ils avaient essayé d'emprunter de l'argent en mettant ma maison en garantie. Pour faire cela, il fallait ma signature. Je ne l'avais jamais donnée. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de Pierre, un ami de fac qui travaillait maintenant au siège de cette banque. Il était 22h30, mais il a répondu. Fanelli? Tout va bien? Pierre, dis-moi ce qui se passe avec le dossier FR 78920. S'il te plaît. En off. Il y a eu un silence gêné à l'autre bout du fil. J'entendais le cliquetis d'un clavier. Écoute, Fanelli. Ton père est venu la semaine dernière. Avec un dossier complet pour un prêt relais de 150 000 €. Il a dit que c'était pour financer le mariage de ta sœur et des travaux d'extension. Il y avait une procuration notariée avec ta signature. Je n'ai jamais signé de procuration, dis-je, la voix blanche. C'est ce que le service fraude a pensé. La signature? Fanelli, c'est une copie grossière. On dirait un scan photoshopé d'un vieux document. C'est pour ça qu'ils ont bloqué. Mais ton père insiste, il a fait un scandale à l'agence, disant que sa fille était en voyage et qu'elle avait oublié de ratifier. Il essaie de forcer le passage. Je sentais la nausée monter. 150 000 €. Il voulait risquer la maison de ma grand-mère pour payer une fête d'un jour à Domitille? Si le prêt avait été accepté, connaissant mon père, il n'aurait jamais remboursé. La banque aurait saisi le mas. J'aurais tout perdu. L'héritage de Zélie aurait été vendu aux enchères pour payer des fleurs et du champagne. Merci Pierre. Bloque tout. Dis que je porte plainte pour faux et usage de faux si nécessaire. Fanelli, si tu fais ça, ton père risque la prison. C'est du pénal. J'ai fermé les yeux. La prison. Non, ce n'était pas ce que je voulais. Pas encore. La prison, c'était trop public, trop salissant. Je voulais quelque chose de plus définitif. De plus chirurgical. Ne t'inquiète pas, Pierre. Je vais régler ça autrement. Bloque juste le dossier pour complément d'information. Gagne du temps. J'ai raccroché. La colère froide est une drogue puissante. Elle clarifie l'esprit. Elle efface la peur. Pendant des années, j'avais eu peur de les perdre. Peur d'être orpheline. Mais ce soir, j'ai réalisé que j'étais orpheline depuis longtemps. Ces gens n'étaient pas ma famille. C'étaient des parasites. Et comme Zélie me l'avait appris, quand l'arbre est malade,
On coupe la branche. J'ai ouvert mon carnet de croquis, celui où je dessine mes jardins. J'ai tourné une page blanche. J'ai pris un feutre noir. Et j'ai écrit mon plan de bataille. Vendre le mas. Immédiatement. Couper tous les vivres. Disparaître. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas les confronter. Ils ne méritaient pas mes mots. Ils méritaient le silence. Et le choc de la réalité. Mon téléphone a vibré. Un message dans le groupe Famille Dubois. Domitille, PFF, quel drame ce soir Fanelli. Maman a une migraine à cause de toi. Au fait, pour l'été, on a invité les parents de mon fiancé. Il faudra que tu fasses nettoyer la piscine avant le 15 juillet. Et vire tes vieux cartons du grenier, Antoine veut y installer son studio de musique. Maman, et transfère 2000 € pour les courses. On va recevoir du monde. Essaie de te racheter après ton comportement inacceptable. J'ai regardé l'écran. J'ai souri. Ce sourire que personne ne voyait. Oh, ne vous inquiétez pas, ai-je murmuré à la pièce vide. Le ménage sera fait. Un grand ménage. Pause. Respirez avec moi. Je sais que vous avez envie de hurler. Si vous étiez à ma place, avec ce téléphone dans la main, à lire ces messages après avoir découvert qu'ils ont failli vous voler votre maison, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé? Ou auriez-vous fait comme moi, choisi le silence pour mieux frapper? Dites-moi votre stratégie dans les commentaires. Je lis tout. Le lendemain matin, à 8 heures précises, j'étais devant la porte en chaîne massive de l'étude de Maître Valère. Valère était un notaire de l'ancienne école. Il avait connu ma grand-mère, il avait connu mon père enfant. Il m'avait vu grandir. Quand il m'a reçu dans son bureau qui sentait le vieux papier et le tabac à pipe froid, il a tout de suite vu que quelque chose avait changé. Fanelli? Tu as l'air d'un soldat qui part au front. Je me suis assise et j'ai posé la photocopie de la demande de prêt frauduleuse sur son bureau. Je veux vendre le mas, maître. Aujourd'hui. Il a ajusté ses lunettes, a regardé le document, et ses sourcils blancs se sont froncés. Un soupir profond a secoué sa poitrine. Hubert. Toujours les mêmes bêtises, a-t-il murmuré. C'est du faux, Fanelli. Tu peux l'envoyer aux assises pour ça. Je ne veux pas de procès, Valère. Je veux que ça s'arrête. Je veux vendre. Vous m'aviez parlé de cet investisseur anglais, Monsieur Smith, il y a 3 mois? Celui qui cherchait une propriété isolée dans le Luberon pour sa retraite? Valère a hoché la tête. Sir Archibald Smith. Oui. Il est toujours très intéressé. Il est prêt à payer 30% au-dessus du marché pour une vente rapide et discrète. Il paie comptant. Pas de clause suspensive de prêt. Mais il y a un problème, Fanelli. Tes parents. Ils occupent les lieux. Ils n'ont pas de bail, ai-je répondu sèchement. La convention d'occupation était conditionnée au paiement des charges. Voici les preuves qu'ils n'ont pas payé la taxe foncière depuis 2018. Voici les factures de toiture que j'ai payées. La convention est caduque de plein droit. Clause résolutoire. Valère a souri. Un petit sourire triste mais admiratif. Tu as bien lu le contrat. Tu es bien la petite fille de Zélie. Je veux que la vente soit signée avec une clause de jouissance immédiate. Dès la signature, la maison est à lui. Je veux qu'il puisse en prendre possession le 14 juillet. Le 14 juillet? C'est dans 2 semaines. C'est le jour où tes parents descendent habituellement pour l'été. Exactement. Le regard de Valère s'est fait complice. Il a compris. Il n'a pas essayé de me dissuader. Il a sorti son stylo plume. Très bien. Je vais appeler l'avocat de Sir Smith. Si tout le monde est d'accord, on peut signer l'acte authentique électronique dans 10 jours. Tes parents ne seront pas notifiés avant la publication de la vente au service de la publicité foncière, ce qui prendra quelques semaines. D'ici là, ce sera fait. Une dernière chose, maître. Le produit de la vente. Je ne veux pas qu'il apparaisse sur mon compte courant habituel, celui que mon père surveille, il a encore une procuration dessus que je n'ai jamais osé révoquer.
Ouvrez un compte séquestre à mon nom, dans une autre banque. Ce sera fait. En sortant de l'étude, le soleil de Paris m'a ébloui. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable de trahir ma famille. Je me sentais comme un chirurgien qui ampute un membre gangrené pour sauver le patient. Et le patient, c'était moi. J'ai marché jusqu'à la Seine. J'ai regardé l'eau couler. Le plan était en marche. J'avais enclenché le compte à rebours. Tic, tac. Dans 14 jours, leur monde allait s'écrouler. Et ils ne se doutaient de rien. Ils étaient probablement en train de choisir leur maillot de bain. 3 jours plus tard, j'ai menti à mon bureau en prétextant une grippe, et j'ai conduit toute la nuit vers le sud. Je devais dire au revoir. Je suis arrivé au mas des Cigales à l'aube. La lumière de Provence est unique, une lumière dorée, presque liquide, qui rend chaque pierre, chaque feuille d'olivier vibrante. J'ai garé ma voiture loin, sur le chemin de terre, pour ne pas être vu par les voisins. Je n'avais pas les clés du portail. Mes parents avaient changé le code l'année dernière, pour la sécurité, avait-il dit, sans jamais me donner le nouveau. Mais je connaissais le passage secret, le trou dans la haie de cyprès que j'utilisais enfant. Je me suis glissé dans le jardin. Le choc a été physique. La piscine, cette cicatrice bleu turquoise au milieu du paysage ocre, était sale. Des bouées en forme de flamants roses dégonflés traînaient sur la terrasse en teck. Il y avait des bouteilles de vin vides empilées près du barbecue. L'herbe était jaunie, non arrosée. C'était une maison qui souffrait. Une maison qui n'était pas aimée, juste utilisée. Je n'ai pas essayé d'entrer à l'intérieur. Je ne voulais pas voir leurs affaires, leurs traces. Je suis allé directement vers le vieux chêne, au fond du terrain, près du muret de pierre sèche. J'ai sorti ma petite pelle de jardinage. J'ai compté 3 pas depuis le tronc, vers le nord. Et j'ai creusé. La boîte en métal était toujours là. Un peu rouillée, mais intacte. Je l'avais enterrée avec zélie l'été de mes 10 ans. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait nos trésors, une cigale séchée, un ruban de soie bleue, une photo de nous deux riant aux éclats, et une lettre qu'elle m'avait écrite. Pour Fanélie, quand elle sera grande et qu'elle aura besoin de courage. J'ai serré la boîte contre mon cœur. Les larmes ont coulé, enfin. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de libération. J'avais l'impression de récupérer mon âme que j'avais laissée ici en otage. J'ai rebouché le trou. J'ai regardé la maison une dernière fois. Pardonne-moi, mamie, ai-je chuchoté. Je ne peux pas la garder. Ils l'ont souillée. Mais je te promets que je vais utiliser l'argent pour construire quelque chose de beau. Quelque chose qu'ils ne pourront jamais toucher. J'ai entendu un bruit de moteur. Une camionnette s'approchait. C'était Ambroise, l'agent immobilier de luxe qui travaillait avec Valère pour l'état des lieux prévente. Je l'ai rejoint au portail. Il m'a regardé avec compassion. Vous êtes sûre de vouloir tout laisser, mademoiselle Dubois? Les meubles? La décoration? Tout, ai-je répondu. Videz tout. Donnez aux associations ce qui peut servir, jetez le reste. Je ne veux rien. Sauf cette boîte. Et pour les affaires personnelles de vos parents? J'ai eu un moment d'hésitation. Il y avait sûrement des vêtements, des souvenirs à eux à l'intérieur. Mais je me suis rappelé la phrase de ma mère au restaurant. Tu fais tâche. S'ils ont laissé des choses, c'est qu'elles ne sont pas importantes, ai-je dit froidement. Considérez tout comme abandonné. L'acheteur veut une maison vide. Je suis remonté dans ma voiture sans me retourner. Adieu, le mas. Adieu, l'enfance. Bonjour, la vengeance. De retour à Paris, la phase 2 a commencé. L'audit financier. J'ai étalé mes relevés bancaires sur ma table de cuisine. C'était un massacre. Une hémorragie lente que j'avais autorisée par faiblesse. J'ai pris un surligneur rouge. Compte joint, électricité, eau, taxes, j'avais mis en place un virement automatique de 500 € par mois pour couvrir les frais. Mes parents étaient censés mettre la même chose. Réalité, je versais 500 €. Eux versaient 50 €, puis retiraient 300 € en espèces pour frais divers. Résultat,
Le compte était à découvert tous les mois, et c'est moi qui payais les agios car j'étais caution solidaire. Action, dénonciation du compte joint. Annulation du virement automatique. Carte American Express Gold, titulaire, Fanelli, carte supplémentaire, Domitille, je lui avais laissé cette carte quand elle était étudiante, pour ses livres et ses transports. Dernier mouvement, Sephora, Uber Eats, Zara, Club VIP Paris, billet d'avion EasyJet pour Ibiza. Total du mois, 2300 €. Action, opposition sur carte pour perte. Non, mieux. Résiliation pure et simple de la carte supplémentaire. Cautionnement solidaire du crédit Porsche de papa, il y a 5 ans, il avait pleuré pour s'acheter ce Cayenne d'occasion. La banque avait exigé ma signature. J'ai relu le contrat. Il y avait une clause, en cas de changement significatif de la solvabilité du garant. En vendant la maison, mon patrimoine immobilier disparaissait. Je pouvais techniquement me retirer, forçant la banque à exiger un remboursement anticipé ou une nouvelle garantie de la part de mon père. Action, lettre recommandée à la banque de financement. C'était chirurgical. Chaque lettre recommandée que je préparais était un coup de ciseau dans le cordon ombilical toxique qui nous reliait. Le 10 juillet, j'ai reçu le virement de la vente sur mon nouveau compte. Une somme astronomique. Sir Smith n'avait pas négocié. Le mas était vendu. Officiellement. Je n'étais plus propriétaire. Ce soir-là, le groupe WhatsApp familial a vibré. Maman, Fanelli, n'oublie pas de faire le virement pour l'entretien de la piscine. Et Domitille a besoin de sa limite de carte augmentée, elle doit acheter des tenues pour ses vacances. Fais-le maintenant. J'étais assise sur mon canapé, un verre de vin rouge à la main. J'ai regardé le message. Jadis, j'aurais obéi, la peur au ventre, cherchant à acheter un peu d'amour. J'ai tapé une réponse. Puis j'ai effacé. À la place, j'ai envoyé un emoji, pouce en l'air. C'était l'insulte suprême. Le mépris par la banalité. Ils ont cru que c'était un oui. Ils ne savaient pas que c'était un adieu. Le 13 juillet, veille de leur départ, j'ai coupé l'électricité du compte parisien de mes parents, qui était aussi à mon nom, une vieille histoire. Mais j'ai programmé la coupure pour le 15, quand ils seraient déjà partis, pour que la nourriture dans leur frigo parisien pourrisse pendant leur absence. C'était mesquin. Mais après 34 ans, j'avais le droit d'être mesquine. Je me suis couchée tôt ce soir-là. Je dormais du sommeil du juste. Demain, c'était le 14 juillet. La fête nationale. Et le jour de leur chute. Le 14 juillet. Il faisait une chaleur écrasante sur la France. C'était le grand chassé-croisé des vacances. Je savais exactement ce qu'ils faisaient. Ils avaient quitté Paris à 9 h du matin dans leur Range Rover de location, puisque la Porsche était au garage, faute de paiement des réparations. Maman devait porter son grand chapeau de paille, Domitille ses lunettes de soleil Dior, les pieds sur le tableau de bord, faisant des stories Instagram, en route pour notre paradis provençal. #FamilyTime #SummerVib. Moi, j'étais à Paris, dans un spa. Un vrai, cette fois. Payé avec mon argent, pour moi. J'étais en train de me faire masser quand la première fissure est apparue. C'était 13 h. Il devait être au péage de Lyon. Mon téléphone, posé silencieusement sur la table basse de la cabine de massage, s'est allumé. Une fois. 2 fois. 10 fois. C'était une notification de l'appli American Express. Transaction refusée. Montant, 48,50 €, autoroute du Sud. Motif, carte annulée. J'ai imaginé la scène. La barrière qui ne se lève pas. Les voitures derrière qui klaxonnent. Domitille qui tape nerveusement sa carte sur le terminal. Maman qui s'évente frénétiquement. Papa qui fouille ses poches pour trouver du liquide, lui qui déteste manipuler la monnaie. Puis, les messages ont commencé. Domitille, ma carte ne marche pas. Tu as oublié de payer la facture ou quoi? On est coincé au péage, c'est la honte. Réponds. J'ai fermé les yeux et j'ai demandé à la masseuse d'insister sur mes épaules. C'était délicieux.
2 heures plus tard, nouvelle notification. Transaction refusée. Station Total. Montant, 120 €. Ils ne pouvaient pas mettre d'essence avec la carte. Ils devaient utiliser leur propre argent. Je savais que papa n'avait pas beaucoup de liquidités. Ils allaient devoir compter chaque centime. L'angoisse devait commencer à s'installer dans l'habitacle climatisé. Vers 18 heures, l'heure de l'arrivée prévue. Le soleil commençait à descendre, baignant la Provence de cette lumière magique que j'aimais tant. Je suis sortie du spa, détendue, la peau douce. J'ai commandé un thé glacé à la terrasse d'un café. J'ai posé mon téléphone devant moi. Le spectacle allait commencer. Le premier appel est venu de mon père. J'ai regardé l'écran, papa portable. J'ai laissé sonner. Puis ma mère. Maman portable. J'ai laissé sonner. Puis Domitille. J'ai imaginé leur arrivée. La poussière du chemin. Les cigales qui chantent si fort qu'elles couvrent le bruit du moteur. L'excitation de maman qui pense déjà à son premier gin tonic sur la terrasse. Ils ont dû composer le code du portail. Ce code que je n'avais jamais reçu. Bip. 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 Erreur. Ils ont dû réessayer. S'énerver. Papa a dû sortir de la voiture, taper du pied, maudire ce portail électronique capricieux. Et c'est là qu'ils ont dû voir le panneau. Non pas « propriété privée », mais un panneau tout neuf, discret, élégant, domaine de Sir Smith. Surveillance vidéo 24/Blick 24. Gardiennage Securitas. Et la grille ne s'est pas ouverte pour eux. Mais pour un homme en uniforme. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Je n'étais pas là pour le voir, mais j'ai eu le rapport détaillé du chef de la sécurité plus tard. J'avais payé pour ça. La Range Rover s'était arrêtée devant la grille en fer forgé. Hubert était rouge de colère, chemise trempée de sueur. Bérangère hurlait par la fenêtre. Le gardien, un certain monsieur Kowalski, un ancien de la Légion, s'est avancé calmement. « Bonjour. Je peux vous aider ? Ouvrez ce portail immédiatement, » a aboyé mon père. « Je suis Hubert Dubois. C'est ma maison. Le code ne marche pas. » Kowalski a consulté sa tablette, imperturbable. « Dubois ? Je n'ai personne de ce nom sur la liste des invités de monsieur Smith. »« Monsieur qui ?» a crié ma mère, sortant de la voiture comme une furie, ses talons s'enfonçant dans les graviers. « C'est le MAS des Cigales. C'est la maison de ma famille. Qui est ce Smith ? Un squatteur ? Appelez la police. Monsieur Smith est le propriétaire, madame. Il a acheté cette propriété il y a 10 jours. Acte en main. J'ai ici une copie de l'acte de propriété si vous souhaitez vérifier. Vendeur, Mademoiselle Fanelly Dubois. Le silence qui a suivi cette phrase a dû être assourdissant, même les cigales ont dû se taire par respect pour le choc. Fanelly, a balbutié mon père. Non. C'est impossible. Elle ne peut pas. Elle a vendu, a confirmé le gardien. La maison est vide. Vos affaires ont été évacuées par l'entreprise de débarras la semaine dernière. Maintenant, je vais devoir vous demander de reculer votre véhicule. Vous bloquez l'entrée et monsieur Smith attend des invités. C'est à ce moment-là que mon téléphone a explosé. C'était 18h45. J'étais à Paris, en train de siroter mon thé glacé. Maman, message vocal 1, bruit de souffle court, hystérie, Fanelly. Le gardien dit que tu as vendu. Dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que c'est une caméra cachée. Nous sommes dehors. Il fait 35 degrés. Où est ma maison ? Domitille, message vocal 1, salope. Tu es une salope. J'ai invité mes beaux-parents la semaine prochaine. Ils vont arriver d'Angleterre. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Tu as ruiné ma vie. Réponds. Papa,
Message vocal 1, voix tremblante, Fanelli, rappelle-moi. Il y a un malentendu. Le gardien a un papier. Il dit que tu as vendu pour 1,2 million. C'est beaucoup d'argent. On doit parler. Rappel. Ah, papa. Toujours l'argent. Pas, pourquoi tu as fait ça, mais c'est beaucoup d'argent. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une capture d'écran des messages. Et j'ai envoyé un seul document dans le groupe familial. Le PDF de l'acte de vente. La dernière page, avec ma signature électronique bien nette. Et un petit relevé de virement bancaire. J'avais viré 150 000 € sur un compte bloqué au nom de mon père. C'était la part légale réservataire qu'ils auraient pu réclamer en justice après des années de bataille. Je leur donnais tout de suite. Mais le compte était bloqué, retrait maximum de 1 500 € par mois. Une rente. Pas de capital à flamber. Message joint, la maison est vendue. Les dettes sont payées. Voici votre retraite. Le reste est à moi. Bonnes vacances. PS, les hôtels à Gordes sont complets, j'ai vérifié. Essayez le camping municipal à Cavaillon. Puis, j'ai bloqué leur numéro pour 24 heures. La nuit du 14 juillet est généralement illuminée par les feux d'artifice. Pour ma famille, ce fut une nuit de ténèbres. J'ai appris plus tard par Domitille, quand elle a essayé de m'amadouer des mois après, ce qui s'est passé cette nuit-là. Refusés à l'entrée du mas, ils ont essayé de trouver un hôtel. Mais en plein mois de juillet, dans le Luberon, sans réservation? Impossible. Même les auberges les plus minables affichaient complet. Ils ont fini par dormir dans la voiture, sur un parking d'autoroute. Imaginez Bérengère Dubois, la femme qui jugeait mes ongles sales, essayant de dormir assise dans une Range Rover, recroquevillée sous son chapeau de paille, attaquée par les moustiques. Imaginez Domitille, l'influenceuse, sans Wi-Fi, sans douche, ses produits de beauté fondant dans le coffre surchauffé. Le lendemain matin, la réalité financière les a frappés. Ils ont essayé de payer le petit déjeuner. Carte de Domitille, rejetée. Carte de maman, rejetée, j'avais aussi bloqué celle-là, car elle était adossée au compte joint. Il ne restait que la carte de papa, qui avait un plafond de retrait ridicule de 300 € par semaine. Ils ont dû rentrer à Paris. 8 heures de route dans la défaite. Dans le silence. Pendant ce temps, à Paris, je continuais mon nettoyage. J'ai contacté l'EDF. J'ai résilié le contrat de leur appartement parisien, qui était à mon nom depuis mes études, car ils étaient interdits bancaires à l'époque. J'ai laissé un délai de grâce de 48 h, je ne suis pas un monstre. J'ai reçu un mail de la banque de mon père. Mademoiselle Dubois, suite à votre retrait de caution, nous sommes au regret de devoir exiger le remboursement immédiat du solde du prêt véhicule de Monsieur Dubois, soit 45 000 €. À défaut, nous procéderons à la saisie du véhicule. J'ai souri. La Range Rover de location allait être rendue, mais la Porsche qui dormait au garage allait être saisie. Domitille, dans sa rage, a commis l'erreur fatale. Elle a posté une story Instagram en pleurs, racontant que sa sœur psychopathe les avait volés et mis à la rue. Elle pensait attirer la sympathie. Malheureusement pour elle, parmi ses abonnés, il y avait la mère de son fiancé, Antoine. Une femme britannique très stricte, très à cheval sur les convenances. Elle a vu la vulgarité. Elle a vu le chaos. Elle a vu une famille instable, sans argent, qui lavait son linge sale en public. Antoine a appelé Domitille alors qu'ils étaient encore sur l'autoroute du retour. Mon chou, ma mère a vu ta story. On pense qu'il vaut mieux repousser le mariage. On ne peut pas s'associer à ce genre de scandale. Domitille a hurlé si fort que mon père a failli faire une embardée. Ils avaient tout perdu. Leur maison de vacances. Leur prestige. Leur confort financier. Et pour Domitille, son ticket de sortie vers la richesse. Et moi? J'étais assise sur mon balcon, regardant les toits de Paris. Je mangeais une salade composée avec des tomates cerises que j'avais fait pousser moi-même. Elles avaient le goût de la liberté. Le retour à Paris de la famille Dubois fut lugubre. Ils sont arrivés chez eux pour trouver l'électricité coupée, oups,
le délai de 48 h était peut-être plus court que prévu. Le frigo avait coulé. L'odeur de viande avariée les a accueillis. Mais le pire les attendait dans la boîte aux lettres. Elle débordait. C'était l'assaut final. L'attaque légale. J'avais demandé à Maître Valère d'envoyer tout le même jour. Lettre 1, signifiée par huissier de justice. Sommation interpellative. Mademoiselle Fanélie Dubois vous interdit formellement de la contacter, de l'approcher à moins de 500 mètres, ou de se rendre à son domicile ou sur son lieu de travail. Tout manquement entraînera une plainte immédiate pour harcèlement. Lettre 2, du Centre des finances publiques. Rectification fiscale. Suite aux informations communiquées par la propriétaire, il apparaît que vous occupiez le bien 6 à Gordes à titre de résidence secondaire exclusive depuis 2014 sans vous acquitter de la taxe d'habitation. Le redressement s'élève à 12 000 €, pénalité incluse. Lettre 3, de la banque. Saisie du véhicule Porsche Cayenne immatriculé. J'ai débloqué mon téléphone 2 jours après leur retour. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je les ai juste transcrits via une application pour avoir des preuves écrites, au cas où. Le ton avait changé. Il n'y avait plus d'insultes. Juste de la peur. Maman, Fanélie. On n'a plus d'électricité. Ton père fait de l'hypertension. S'il te plaît. On est désolé. Pour le restaurant. Pour tout. Débloque les comptes. On ne peut même pas acheter à manger. J'ai ressenti un pincement au cœur. C'était ma mère, après tout. L'habitude de la sauver a failli me faire craquer. J'ai failli faire un virement. Mais je me suis souvenu de la signature falsifiée. De la prison que j'avais risquée à cause d'eux. Alors j'ai répondu, vous avez le compte de rente. 1500 € sont disponibles dessus ce mois-ci. C'est suffisant pour manger et payer l'électricité si vous faites attention. Apprenez à gérer un budget. Comme je l'ai fait à 16 ans. J'ai fermé la porte. C'était fini. Ils étaient en vie. Ils avaient un toit, leur appartement parisien, qu'ils ne pouvaient heureusement pas vendre car il était hypothéqué jusqu'au cou par ailleurs. Ils avaient de quoi manger des pâtes. Ils allaient devoir apprendre à vivre comme des gens normaux. Sans servante. Sans bouc émissaire. Une semaine plus tard, Hubert m'a attendu en bas de mon bureau. Il avait vieilli de 10 ans. Son costume était froissé. Il n'avait pas son arrogance habituelle. Il avait l'air d'un petit vieux monsieur perdu. Mes collègues m'ont regardé avec inquiétude quand je suis sortie, mais je leur ai fait signe que tout allait bien. Fanélie, a-t-il dit. Sa voix était cassée. Père. Tu sais que tu violes l'injonction de l'huissier? Je pourrais appeler la police. Je sais. Appelle-les si tu veux. Je m'en fiche. Je voulais juste te voir. Nous sommes restés debout sur le trottoir. Les passants nous contournaient. Pourquoi, a-t-il demandé. Pourquoi avoir tout détruit? On était une famille. J'ai ri. Un rire bref, sans joie. Une famille? Non, papa. Vous étiez une entreprise de vampirisme, et j'étais la poche de sang. Une famille ne vole pas la maison de sa fille. Une famille ne falsifie pas sa signature. Une famille ne l'invite pas au restaurant pour lui dire qu'elle fait pitié. Il a baissé la tête. Ta mère, elle est maladroite. Elle t'aime à sa façon. Sa façon est toxique. Et toi, papa? Tu m'aimes? Ou tu aimes le fait que je payais tes dettes? Quand as-tu demandé de mes nouvelles pour la dernière fois sans ajouter une demande d'argent à la fin? Il n'a pas répondu. Le silence a duré longtemps. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Tiens. C'est le reste des papiers pour la rente viagère que j'ai mise en place. C'est irrévocable. Vous aurez cette somme tous les mois jusqu'à votre mort. Je ne vous laisserai pas mourir de faim. Mais je ne vous donnerai plus jamais un centime en direct. Et je ne veux plus jamais vous voir. Il a pris l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Domitille? Antoine l'a quittée, a-t-il murmuré. Elle est effondrée. Elle s'en remettra. Peut-être qu'elle devra trouver un travail. Ça lui fera du bien. Ça forme le caractère.
Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu non pas de la colère, mais une sorte de respect craintif dans ses yeux. Il réalisait que la petite Fanny effacée, celle qui disait toujours oui, était morte. La femme en face de lui était une étrangère puissante. « Tu ressembles à ma mère », a-t-il dit finalement. « Tu es dur comme Zélie. C'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire. » Il s'est retourné et est parti, marchant lentement vers le métro. Il n'avait plus de chauffeur, plus de Porsche. Juste un ticket de métro et une enveloppe. J'ai regardé son dos voûté s'éloigner. J'ai senti une larme couler sur ma joue, mais je l'ai essuyée immédiatement. C'était une larme de deuil. Le deuil du père que j'aurais voulu avoir, pas de celui que je venais de perdre. 1 an a passé. Je ne suis pas retourné en Provence. C'est encore trop tôt. Mais j'ai utilisé l'argent de la vente pour acheter une petite bergerie en Corse, dans le maquis, avec vue sur la mer. Personne ne connaît l'adresse. C'est un endroit sauvage, rude, qui sent l'immortel et le sel. J'y ai planté mon propre jardin. Pas de piscine à débordement ici. Juste des pierres, des fleurs sauvages, et du vent. J'ai appris par des rumeurs que mes parents ont dû vendre leur grand appartement parisien pour payer le redressement fiscal et les dettes restantes. Ils vivent maintenant dans un 3 pièces en banlieue. Domiti travaille comme réceptionniste dans un hôtel, l'ironie est délicieuse, et essaie toujours de percer sur TikTok, mais avec moins de succès sans les décors de luxe. Je n'ai pas de nouvelles directes. Mes mails vont dans leur spam, les leurs dans les miens. Hier, j'étais assise sur ma terrasse corse, regardant le coucher de soleil. J'ai repensé à cette soirée au restaurant Le Grand Cerf. On t'invite par pitié. Ces mots m'avaient fait si mal. Aujourd'hui, je réalise qu'ils étaient vrais. Mais pas dans le sens qu'elle croyait. C'est moi qui avais pitié d'eux. Pitié de leur vide, de leur besoin constant de paraître, de leur incapacité à aimer simplement. J'ai levé mon verre de vin rouge, un bon patrimonio, que j'avais choisi moi-même, vers l'horizon. À la pitié, ai-je murmuré. Et à la liberté. J'ai sorti la vieille boîte en métal de Zélie. J'ai ajouté un nouvel objet à l'intérieur, le reçu du restaurant Le Grand Cerf. C'est 8 € que j'avais payé pour mon eau minérale. Le prix de ma liberté. Je l'ai refermé et je l'ai posé sur l'étagère, bien en vue. Je ne suis plus la fille invisible. Je ne suis plus la banque. Je suis Fanelli. Et pour la première fois de ma vie, ce prénom suffit. Certains diront que j'ai été cruelle. Que j'ai abandonné ma famille quand ils avaient besoin de moi. Peut-être. Mais on ne peut pas sauver des gens qui essaient de vous noyer pour se maintenir à flot. Il faut parfois couper la corde. Le silence autour de moi n'est plus vide. Il est plein. Plein de promesses, plein de paix, plein de moi. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné le courage, si vous en avez besoin, de dire stop. De couper les liens qui vous blessent, même s'ils sont du sang. Si cette histoire a résonné en vous, laissez un j'aime pour Zélie, la vraie héroïne de cette histoire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de karma. Partagez votre propre expérience de mouton noir dans les commentaires, je prendrai le temps de vous lire. Prenez soin.